C'est bon? Nous sommes de retour et je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Vous avez 10 minutes pour votre exposé. À 1 minute de la fin, je vous invite à conclure et je vous invite à tout d'abord vous présenter. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et ravi de vous revoir. Jean-Nicolas Beuz, je suis le représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, basé à Ottawa, et je suis ici avec ma collègue. Emmanuel Pachulo, je travaille donc avec Jean-Nicolas Beuz. Bonjour tout le monde. Basé à Montréal, et très heureux de revoir Monsieur le ministre et de faire la connaissance de vous tous aujourd'hui sur un sujet qui est particulièrement important pour mon organisation, donc l'Agence des Nations Unies mandatée pour protéger, mais aussi trouver des solutions aux problèmes des réfugiés. Je ne vais pas vous rappeler, ou je vais vous rappeler en quelques mots les chiffres, 26 millions de réfugiés à travers le monde, plus de 85% resteront toujours dans les pays du Sud, proches des zones de conflit, au Moyen-Orient, en Afrique tropicale, subsaharienne, plus près de chez nous, du côté du Mexique, de l'Amérique centrale, ou les Vénézuéliens qui quittent en grand nombre. 4 millions ont quitté leur pays depuis 2015. Je crois que ce qui est important, c'est de reconnaître que les questions que vous vous posez et que le gouvernement vous pose sont des questions tout à fait légitimes. Il faut se poser la question de nos capacités d'accueil dans un pays comme le Canada ou dans la province du Québec en particulier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour recevoir des gens à titre humanitaire? Là où j'espère qu'on va pouvoir apporter ce matin des clarifications pour votre bon jugement, c'est d'éviter cette dichotomie entre des bons arrivants qui seraient sélectionnés seulement sur des critères économiques et des moins bons ou des mauvais arrivants qui seraient déterminés sur des bases humanitaires. Parce que cette dichotomie, elle n'existe pas vraiment dans les faits. Et je vais baser ma présentation en grande partie sur le recensement de 2016, qui est le dernier recensement qu'on a pour le pays, sur lequel on a des informations très particulières sur comment les réfugiés, en fait, s'intègrent. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous féliciter tous, et les Québécoises et les Québécois, pour vos actes de générosité répétés à travers les décennies. On ne parle pas de quelque chose de nouveau. Le Québec a démontré à maintes reprises sa solidarité avec les plus démunis en acceptant des réfugiés en grand nombre, en étant un leader sur la scène internationale de la réinstallation des réfugiés. Mais je dois aussi vous féliciter. Et ça fait 2 ans et demi que je suis au Canada, donc j'ai une perspective globale. J'espère pouvoir en discuter. Je tiens à vous féliciter tous pour la manière dont vous intégrez les nouveaux arrivants et en particulier les réfugiés, car je crois que vous êtes un modèle en l'espèce. Et j'aimerais, à travers cette présentation, vous rassurer tout le monde qu'il n'y a pas de crainte quant à la manière dont les gens sont intégrés ici, y compris les réfugiés avec des vulnérabilités, car à la fin de la journée, ils deviennent des Québécoises et des Québécois à part entière, payent des impôts, s'intègrent, participent à la vie active de vos communautés. Ces questions sont donc légitimes et j'ai eu l'occasion d'écouter les précédents débats, avec en particulier la table de concertation qui a parlé dans les mêmes termes que moi-même. Je vais parler maintenant. Il faut rappeler qu'avec le MIDI, le ministère de l'Immigration, les associations, la société civile fait un travail formidable, mais aussi tous les Québécoises et Québécois qui viennent de différents milieux montrent à maintes reprises leur attachement à cette solidarité internationale avec les plus démunis. Quelques points. Vous seriez peut-être surpris de savoir que parmi les nouveaux arrivants, les réfugiés sont ceux qui ont le plus haut taux de citoyenneté. À 89%, ils battent tous les records. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien ici, parce qu'ils ont envie de s'intégrer, parce que c'est leur nouveau chez eux et qu'ils ont un intérêt à rester à long terme et à s'investir. Vous ne serez pas surpris, par contre, de savoir que 2 sur 3 achètent une maison et donc contribuent à l'économie, contribuent à payer des impôts, à la bonne santé du secteur de la construction au Québec. Vous serez par contre peut-être surpris de savoir que leurs enfants
font les meilleurs scores à l'école, en particulier au niveau de l'université. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vraiment, ces familles investissent. Et on sait, si vous parlez à des familles de réfugiés, tous les enfants vous disent « mes parents me tannaient pour que je sois le meilleur à l'école ou la meilleure à l'école ». Mais c'est important parce que ça veut dire que c'est des gens qui vont pouvoir redonner à la province en étant particulièrement intéressés dans les domaines scientifiques, culturels ou autres, créer des emplois. On sait que 14% des réfugiés créent un emploi pour eux-mêmes ou pour d'autres Québécoises et Québécois. 14%. C'est de nouveau le plus haut taux de tous les nouveaux arrivants. On l'explique par différents phénomènes, entre autres le fait que ce sont des gens qui ont une très grande résilience, qui viennent avec un parcours difficile de vie, qui ont envie de s'en sortir et qui vont être très innovants sur la manière de rétablir leur statut, leur niveau social qu'ils ont perdu en quittant leur pays, souvent à cause des guerres, à cause des persécutions, parce que ce sont une minorité sexuelle, parce que c'est une minorité religieuse. Donc, on a des chiffres qui nous montrent que cette dichotomie entre arrivants économiques et arrivants humanitaires, dans les faits, ne fonctionne pas entièrement. Je voulais aussi parler un peu du secteur privé. La rétention, d'abord, elle est au niveau des régions. Les réfugiés sont ceux parmi les nouveaux arrivants qui restent le plus longtemps dans les régions. Ils sont distribués au Québec dans 14 villes. Les autres nouveaux arrivants ont tendance à se déplacer vers Montréal, voire même vers Toronto. Opportunités économiques, d'éducation, etc. Pour les réfugiés, ce n'est pas le cas. Ils restent dans les régions. Pourquoi? Parce que, de nouveau, ils ont une loyauté énorme vis-à-vis des communautés qui leur ont donné une première chance de se réintégrer et de se reconstruire. Et donc, quand on parle de la démographie et de ces régions qui se dépeuplent, avec des cégeps qui ferment, avec des centres de santé qui doivent fermer, pour les Québécoises et les Québécois, c'est intéressant de faire venir des réfugiés. C'est intéressant aussi de faire venir des réfugiés parce que, contrairement aux autres nouveaux arrivants, ils ont souvent 2 ou 3 enfants, alors que les autres nouveaux arrivants sont souvent célibataires, un couple et peut-être un enfant. Donc, pour un pays comme le Canada, comme toutes les sociétés occidentales, qui est en train de vieillir, pour nous tous et nos retraites, c'est important d'avoir des gens qui, un jour ou l'autre, vont pouvoir contribuer en payant des taxes à nos pensions. C'est important aussi parce que c'est eux parmi lesquels qui ont le plus de prestataires pour les bénéficiaires. C'est eux qui s'occupent des personnes âgées, des enfants avec handicap, dans les crèches. Souvent, ils se démotent en termes de leur qualification, mais pour eux, ce n'est pas si important que ça parce qu'ils veulent recommencer à zéro et ils veulent donner une chance à leurs enfants. Donc, il faut y penser quand on pense à tous nos parents. Ici, dans cette salle, on a tous des parents qui sont âgés. On le sera un jour. On ne retrouve pas beaucoup de réfugiés parmi ces genres de services sociaux à la communauté. Ce sont eux aussi qui souvent parlent déjà le français. Il ne faut pas oublier que les réfugiés, une grande partie, viennent d'Afrique tropicale, de la région des Grands Lacs, des Burundais, des Congolais, malheureusement maintenant des Camerounais, des Maliens. Ce sont des gens qui ont un avantage dès le départ, puisqu'ils parlent déjà français. Je vais vous donner une statistique qui m'a complètement bluffé. Vous vous rappelez qu'en 2015-2016, le Canada a accepté à peu près 25 000 Syriens ici. Un geste énorme de solidarité. À l'époque, j'ai travaillé au Liban, donc je sais ce que ça signifiait non seulement pour les réfugiés, mais aussi pour le peuple et le gouvernement libanais, cette solidarité canadienne. À l'heure où l'on parle, donc moins de 4 ans plus tard, 60% d'entre eux parlent déjà français. 60% en moins de 4 ans se sentent à l'aise de parler français. 90% se sentent à la maison ici au Québec, se sentent chez eux. Ce besoin d'appartenance est quelque chose de très, très important. Juste pour finir sur pourquoi le HCR est intéressé à garder des niveaux élevés et peut-être même d'élever les niveaux de réfugiés. Je vous ai donné tous les arguments économiques, sociaux et culturels. Mais pour nous, c'est aussi important parce qu'on va faire la différence pour des femmes, des enfants, pour lesquels il n'y a pas de solution en Amérique centrale, en Afrique,
au Moyen-Orient ou en Asie. On parle de femmes violées qui ont besoin de se reconstruire et pour lesquelles on n'a pas les moyens de le faire sur place. On parle de minorités sexuelles, LGBTQ, qui risquent d'être persécutées même dans les pays où ils ont trouvé asile. On parle de gens qui ont besoin de services médicaux, mais de choses toutes simples. Un appareil auditif pour un enfant. En conclusion. Quelque chose qui ne coûtera absolument rien à la communauté québécoise, mais qui permettra une nouvelle chance à une famille entière. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, j'encourage vraiment les élus ici à considérer augmenter les niveaux de réinstallation des réfugiés au Québec. Merci bien. Merci pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Beuz, Madame Paciulo, bonjour. Merci d'être présent à l'Assemblée nationale pour présenter vos observations. Écoutez, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir comment ça fonctionne à l'interne chez vous. Comme représentant au Canada là, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Comment est-ce que les prises de position sont mises de l'avant? Comment c'est véhiculé? Comment à l'interne ça fonctionne? Pour arriver à des conclusions, de faire la promotion comme ça et des prises de position publiques de la part du Haut-Commissariat au Canada. Donc, je représente ici le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, qui est nommé par l'Assemblée générale, par donc les 193 pays membres de l'ONU. Et à ce titre, je le représente dans toutes les fonctions, que ce soit communication publique ou l'appui technique à la Commission sur le statut des réfugiés, par exemple. Et dans le cadre de la réinstallation, c'est une des priorités de mon organisation, de notre organisation, de faire valoir les raisons pour lesquelles on demande à des pays comme le Canada ou la province du Québec à augmenter ces niveaux de réinstallation. Et cette discussion-là, publique, là, elle est validée avec le haut-commissaire? Bien sûr, je représente le haut-commissaire aujourd'hui même. Non, mais il y a une différence, là. Je sais que vous le représentez, mais ce que je veux dire, les prises de position publiques que le haut-commissaire prend au Canada, elles sont validées par le haut-commissaire des Nations unies? Entièrement. Par sa personne propre? Par sa personne propre. OK. Donc, toutes les prises de position publiques que vous prenez publiquement ici, elles sont validées? Oui. Puis de quelle façon ça fonctionne? C'est-à-dire que... Vous êtes en contact quotidiennement, hebdomadairement? Alors, toutes les semaines, il y a un rapport qui va au siège, qui est lu par plein de personnes, y compris le haut-commissaire. Et puis, pour toutes les questions sensibles, j'ai une ligne directe avec le haut-commissaire. OK. Vous avez dit tout à l'heure, il y a des bons arrivants et des moins bons arrivants. Moi, je suis vraiment pas dans cette logique-là. Je suis dans la logique de dire le Québec est une terre d'accueil et a toujours été une terre d'accueil. Le Québec, dans sa planification pluriannuelle, il y a différentes catégories d'immigration. À l'Assemblée nationale, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on étudie notamment les seuils pour les prochaines années. Et je comprends ce que vous faites. Vous êtes pour une organisation qui dit, écoutez, les réfugiés, il faut s'assurer qu'on puisse les accompagner, qu'ils puissent avoir des pays qui vont les accueillir, par solidarité internationale. Et au même titre que les organisations patronales ou économiques qui sont venues nous voir, qui nous ont dit, écoutez, nous, on souhaite vraiment davantage avoir de travailleurs économiques. Et c'est légitime de part et d'autre parce que, comme on dit, c'est pas le même core business de chacune des organisations. Mais où je vous suis pas, c'est au niveau de la perception. Nous, on n'est vraiment pas dans des bons nouveaux arrivants ou des mauvais. On considère que chaque personne qui vient au Québec est capable d'enrichir la société québécoise, de participer pleinement. Sur les obligations humanitaires, le Québec fait sa part et a démontré au cours des années, mais on parle, supposons, des demandeurs d'asile, au-delà des réfugiés, demandeurs d'asile qui ne sont pas encore des réfugiés. Au cours des dernières années, le Québec a dépensé des centaines de millions de dollars pour accueillir des demandeurs d'asile de façon irrégulière. Alors, j'aimerais connaître votre opinion de l'effort qui est fait sur le plan international de la part du Québec. Est-ce que vous considérez que le Québec joue sa part? Est-ce que vous considérez que le Québec consacre des ressources importantes à l'accueil des demandeurs d'asile, à l'accueil des réfugiés?
depuis... Alors, j'espère, Monsieur le ministre, que ma langue n'a pas fourché. J'essayais justement de démontrer qu'il n'y a pas de dichotomie entre des bons et des mauvais nouveaux arrivants et que justement, on se rejoint tout à fait. Je suis heureux d'entendre par votre voix que vous reconnaissez que les réfugiés sont des gens qui vont contribuer tout autant que n'importe quel nouveau arrivant au Québec. Et je suis heureux d'entendre cela de votre part, Monsieur le ministre, parce que je crois que ça permet maintenant de s'engager sur les niveaux qu'on peut espérer voir élevés pour ces besoins humanitaires. Le Québec fait sa part, bien sûr, comme beaucoup d'autres pays, mais ça dépend si on compare avec qui on compare. Si on compare par rapport aux pays du Sud, le Liban a reçu 1 million de réfugiés pour une population de 4 millions. Le Bangladesh a reçu 1 million de réfugiés en 6 semaines. Donc, par contre, là, au Liban, les réfugiés qu'ils reçoivent, là, c'est un pays limitrophe à des zones de conflit. Est-ce que, et selon votre expérience, et je sais que vous avez été à l'international, est-ce que, selon vous, les pays limitrophes à des zones de conflit reçoivent davantage de réfugiés en raison de la situation géopolitique, historiquement, là? Oui, bien sûr, à n'en pas douter. Ils n'ont pas choisi cette position géographique et souvent n'ont pas choisi les éléments géopolitiques qui ont provoqué les mouvements de réfugiés. Mais permettez-moi juste de revenir sur les pays occidentaux. Je vais vous laisser, mais ce qui est important aussi, c'est de comparer avec des comparatifs. Alors, exactement. Laissez-moi venir à ce niveau-là. Si on regarde sur la réinstallation, le Canada est parmi les leaders avec les États-Unis, avec l'Australie, un certain nombre de pays européens tels que la France, l'Allemagne, la Suède. Le Canada se situe dans le top 5 ou 6 de ces pays par rapport aux pays de l'OCDE, par exemple, si vous voulez comparer. En termes, par contre, d'arrivées irrégulières, le Canada reçoit très, très peu de gens. Le Canada a reçu 20 000 personnes l'année passée. Les chiffres sont un peu plus bas cette année de manière irrégulière au chemin de Roxham. Chaque mois aux États-Unis, c'est 100 000. Si vous regardez l'Allemagne, c'est dans les centaines de milliers par année. 20 000 au Canada. Donc, si on veut comparer le Canada en termes de... Soyons précis. 20 000 au Canada, mais combien au Québec? La majorité des migrants irréguliers sont au Québec. Une grande partie des 20 000 restent au Québec, une partie passe sur l'Ontario, et 30 000 autres... Attention. 30 000 autres sont dans le reste du pays. Sur les migrants irréguliers, les sommes dépensées par le gouvernement du Québec durant la situation temporaire sont énormes. Et non, mais je suis très heureux de ces progrès. Vous le savez qu'à Montréal... Je veux qu'on soit conscient de tout ça, là, de l'effort humanitaire qui est fait par le gouvernement du Québec, que les contribuables québécois font aussi. Le Québec est généreux et il fait plus que sa part. Et à l'intérieur du Canada, au niveau de l'accueil des demandeurs d'asile, tout repose sur le gouvernement du Québec. En termes d'accueil, d'installation temporaire, les dépenses qui sont assumées par le gouvernement du Québec, ce sont des dépenses extraordinaires. Et vous savez, quand vous regardez la population québécoise, vous dites aux États-Unis, c'est 100 000 par mois. C'est un État beaucoup plus populeux que le Québec aussi. Alors, il faut faire attention aussi quand on compare ça, parce que les gestes de solidarité qui sont faits par les Québécois, ils ont été démontrés au cours des années, notamment au niveau de l'accueil des réfugiés syriens au cours des années. Vous savez, le Québec est accueillant, le Québec fait sa part. Alors, j'entends votre discours, mais il faut toujours prendre en considération la situation particulière du Québec. Le fait aussi que la société québécoise offre un panier de services aux demandeurs d'asile qui est fort important. Et le gouvernement fédéral doit s'assurer de faire sa part par rapport aux migrants irréguliers en accueil humanitaire. C'est pas vrai que c'est uniquement au gouvernement du Québec et aux contribuables québécois de faire leur part.
comme vous le savez, et je sais que vous me suivez attentivement, j'ai rappelé ces obligations aussi au gouvernement fédéral à maintes reprises. J'ai aussi félicité à maintes reprises le Midi, votre ministère, mais aussi les associations et les Québécoises et les Québécois pour l'effort qu'ils ont fait en recevant ces 20 000 personnes irrégulières par le chemin de Roxham en 2017, 20 000 de nouveau en 2018. Les chiffres sont un peu plus bas cette année, jusqu'à maintenant. Comme pour montrer que c'est un geste de solidarité important et qu'on comprend qu'il y a un coût que je crois honore le Québec et les Québécois de bien vouloir payer quand on sait que même si, comparons aux États-Unis, le Canada est 10 fois moins grand que 10 fois moins populeux que les États-Unis. Donc en 2 mois, si on multiplie les chiffres, en 2 mois, les États-Unis reçoivent le nombre de personnes que le Canada reçoit en 1 an. Et est-ce que ça signifie que le Québec ne fait pas sa part? Non, pas du tout. Comme je viens de le dire, j'ai félicité à maintes reprises le travail et je crois que ça vous honore. Et j'espère que dans cette pièce, et tous les Québécois sont fiers de ce que vous avez fait. Mais quand vous dites les États-Unis, eux, en accueillent plus. Donc, de votre discours, ce que j'entends, c'est de dire, bien, écoutez, le Québec pourra en faire plus, le Canada pourra en faire plus. Je n'ai pas dit on reçoit plus, Monsieur le ministre. J'ai juste essayé de continuer votre comparaison. Puisque vous m'avez dit que les États-Unis étaient plus peuplés, je vous ai juste rappelé que si on multiplie par 120 000, ça fait 200 000. C'est l'équivalent de 2 mois aux États-Unis. Okay. C'était juste pour continuer votre comparaison, Monsieur le ministre. Vous avez dit, écoutez, les réfugiés sont les meilleurs à l'école. Voilà. Donc, je comprends que ce que vous nous dites, vous dites, écoutez, les gens persévèrent à l'école, demeurent dans les régions. Là, il y a un petit bémol à apporter aussi. Vous dites, comparativement aux autres immigrants, les réfugiés demeurent en région. Il faut dire aussi que lorsqu'on accueille des réfugiés, ils sont directement envoyés dans les 14 régions de destination. Chose qui n'est pas faite avec le regroupement familial ou les travailleurs qualifiés. Avec les travailleurs qualifiés, ce qu'on souhaite faire, c'est donner priorité aux travailleurs qualifiés qui auront une offre d'emploi validée en région, puis justement pour les inciter à demeurer en région. On parle de travail temporaire aussi, avec des contrats de travail liés en région. Mais c'est encore important de faire la nuance et d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils demeurent davantage en région. Parce qu'à la base, la ville d'accueil, elle était en région. Alors, Rappelez dans les 14 villes et qu'ils ont un réseautage très important de soutien, en particulier à travers les services offerts par la province, mais aussi par la population, ce qui leur donne ce sens de loyauté, qu'ils font qu'ils vont rester des membres actifs de ces régions qui se dépeuplent, malheureusement. Mais à la base, lorsqu'ils arrivent au Québec, ils sont amenés directement dans les différentes régions, d'où la nuance avec, supposons, le taux de présence en région. Parce que c'est sûr que si, dès le départ, ou lorsque vous arrivez dans un nouvel État, puis vous vous installez directement en région, puis que vous faites des amis, que votre réseau est là, bien, vous allez avoir un taux de présence plus élevé. Alors, c'est important de dire ces nuances-là aussi. Le rapport de 2016 apporte une nuance, Monsieur le ministre, si je peux me permettre. Les gens qui sont arrivés au Canada et au Québec en particulier, dans les régions en particulier, quittent en général entre 1 et 5 ans plus tard. Les réfugiés restent. Donc, même quand un nouveau arrivant a trouvé un travail à nommer n'importe laquelle des villes que vous représentez, le nouveau arrivant économique aura une tendance à se rendre sur Montréal plus rapidement, beaucoup plus rapidement qu'une famille de réfugiés. Ce sont les statistiques du recensement. Oui, mais vous faites beaucoup de raccourcis parce qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Plusieurs raisons. Quand vous regardez en général aussi les taux de surqualification auparavant, les taux de chômage également, le fait que le Québec sélectionnait des immigrants en matière économique qui ne répondaient pas nécessairement aux besoins du marché du travail. Donc, nécessairement, ça amène une attractivité vers Montréal où il pouvait y avoir davantage d'emplois aussi. Ça aussi, il faut dire ça dans le cadre de votre discours aussi. Alors, je comprends que, comme je le disais tantôt, vous mettez beaucoup l'accent sur les réfugiés parce que votre organisation fait principalement s'occupe des réfugiés, mais dans le discours public que vous tenez, il faut faire attention à l'ensemble de ces nuances-là et je pense que c'est extrêmement pertinent aussi. En ce qui concerne les seuils, vous nous dites qu'il faudrait élever
les seuils en termes de nombre de réfugiés que l'on accueille. À combien vous le chiffreriez? Ça, on vous en laisse libre choix. C'est à vous de savoir quels sont les moyens que vous voulez mettre à disposition. Mon point était de dire que quand vous allez visiter peut-être ce week-end vos personnes âgées, vous allez vous rendre compte que si vous demandez à travers les préposés aux bénéficiaires, que bon nombre d'entre eux sont des réfugiés, parce que ce sont des travaux qui sont pas forcément si attractifs pour d'autres catégories de nouveaux arrivants ou pour des Québécois pur laine. Donc le point n'est pas de vous dire un nombre, mais de vous dire il faut faire attention que cette dichotomie qui tente à dire que les réfugiés sont un poids, comme vous essayez de le souligner en ce moment, ce n'est pas forcément la réalité que l'on voit quand on regarde les bénéfices économiques, sociaux et culturels de recevoir des réfugiés. Je n'ai jamais dit que les réfugiés étaient un poids. Je n'ai jamais dit de mon propos cela. Les propos que vous me prêtez ne sont pas acceptables. Vous savez, moi, comme député, je vais dans mon comté. Puis effectivement, je visite les personnes âgées qui ont contribué à l'édification de la société québécoise, qui ont contribué à bâtir la société québécoise telle qu'on la connaît. Une société québécoise qui est solidaire, qui a fait sa part au cours de l'histoire relativement à l'accueil notamment de différents réfugiés. Et en ce qui concerne les préposés aux bénéficiaires, vous savez, cet emploi-là, c'est un emploi extrêmement important, un emploi qui doit être valorisé. Alors, lorsqu'on dit que c'est un emploi moins intéressant, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que c'est extrêmement important de s'assurer qu'on s'occupe de tout le monde au Québec. Et de dire que le travail qu'ils font, c'est un travail exceptionnel. Et de dire que ce seront les réfugiés qui s'en occuperont, je ne suis pas d'accord. Ça appartient à l'ensemble de la collectivité québécoise. Et les réfugiés ne sont pas un fardeau pour le Québec. Et c'est pour ça que le Québec va toujours faire en sorte de bien accueillir les gens, notamment les migrants. Alors, vous comprendrez que je ne peux être en accord avec le discours que vous tenez. Ça conclut le bloc d'échange avec le parti formant le gouvernement. Merci. Nous passons maintenant au parti formant l'opposition officielle. Je comprends que le député Denis Ligan désire prendre la parole. Par la suite, ça va être ma collègue de Bourassa-Sauvé. De Bourassa-Sauvé. Très bien, c'est noté. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Monsieur, Madame, bienvenue. Merci pour votre présence. Écoutez, nous avons entendu plusieurs groupes tout au long de cette semaine. Les associations patronales sont venues nous dire qu'il faut augmenter les seuils parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Les organismes communautaires, ils avaient sur la table la question d'accompagnement. Pourquoi vous avez senti le besoin et l'urgence de venir d'Ottawa parler au nom du Haut Commissariat aux réfugiés aujourd'hui, pour la première fois, à une commission parlementaire pour la planification de l'immigration? C'est une question importante. Nous avons cet engagement auprès du gouvernement fédéral et auprès du Parlement fédéral de manière tout à fait continue. Pour la première fois, il y a des soucis, des craintes, des préoccupations quant au niveau d'immigration à titre humanitaire que la province de Québec pourrait décider, qui pourrait avoir une influence sur les niveaux globaux pour le Canada. Donc, c'était important pour nous de venir ici pour essayer d'apporter d'autres éléments au dossier, de manière à ce que vous puissiez aussi prendre en considération que les réfugiés peuvent remplir les besoins qui ont été exprimés par différents acteurs, mais aussi pour rappeler que le travail du Midi, le travail des associations, le travail de la société québécoise a été formidable dans l'intégration de ces réfugiés qui ont, comme M. le ministre l'a rappelé, contribué à l'édification de cette province. L'édification, et je tiens juste à vous le dire, et vous l'avez très bien dit dans votre exposé, qu'aujourd'hui, là, ce qu'il faut retenir, en tant que Québécois et en tant que contribuable québécois, la société d'accueil a fait beaucoup. Et je partage le point de vue du ministre. On était très accueillants. Le Québec a fait sa part. Et du moment que vous êtes venus nous partager cette préoccupation, j'ai une demande à vous formuler. Quand vous allez retourner à Ottawa, il faut leur dire que la responsabilité est partagée et que le fédéral, dans sa relation avec le Québec, doit prendre aussi en considération sa part de responsabilité. Parce que les Québécois attendent déjà un retour de la part du fédéral depuis plusieurs mois et années, ce que le Québec a payé pour l'accueil d'une manière très généreuse
dans l'ensemble des régions. Donc, en fait, c'est une responsabilité partagée qu'il faut prendre en considération. Tout à fait d'accord. C'est pourquoi je serais heureux de continuer à faire la navette entre ici et Ottawa. Mais laissez-moi juste vous rappeler un point très important. Après 15 ans, être arrivé 15 ans au Québec, les réfugiés payent plus de taxes que ce que ça a coûté à la province de les intégrer. Toutes les taxes, tous les bénéfices sociaux confondus, aide au logement, aide à la francisation, aide pour les enfants, après 15 ans, c'est tout bénéfice pour la province parce que cette famille aura payé plus d'impôts, plus de taxes je ne dis pas le contraire. que ce que vous avez investi en tant que contribuable à l'heure actuelle. 15 ans, c'est absolument... Non, je ne dis pas le contraire. C'est juste ce qu'on dit, c'est que la part des responsabilités, elle est aussi partagée avec le fédéral. Et aidez-nous aussi à faire un pas et avancer avec le fédéral par rapport à ce que le Québec a déjà fait. Mais monsieur, je vous rappelle juste que les réfugiés contribuent aussi. Ce n'est pas seulement le fédéral. Les réfugiés, après 15 ans, auront payé plus que ce que ça vous a coûté à vous tous et à tous vos électeurs de les faire arriver ici, les franciser, leur trouver un emploi, leur trouver un logement. 15 ans. En 15 ans, c'est tout bénéfice. Qui n'aimerait pas investir dans des actions en bourse qui, après 15 ans, vous rapportent plus que ce que ça vous a coûté? Je comprends que la députée de Bourassa-Sauvé désire prendre la parole. Merci, Mme 6 minutes 40. 6 minutes 40, OK. Bien, merci beaucoup, M. Buzz. Merci beaucoup, Madame. C'est important de vous avoir ici aujourd'hui, d'avoir votre point de vue. Vous savez, depuis le début des consultations, on a entendu plusieurs groupes, des gens d'affaires, des gens d'organismes communautaires qui nous ont tous dit, qui nous ont tous parlé de cette urgence, de ce problème de pénurie de main-d'œuvre. C'est une situation criante et on nous a dit, on est à l'aube d'une croissance économique historique. Le problème est, on a entre autres la Chambre de commerce de Montréal et la Fédération des chambres de commerce du Québec qui nous ont dit, on est à l'aube d'une croissance économique historique. Le seul ingrédient qui manque, c'est les bras. Il manque de bras. Et une façon de régler le problème, c'est l'immigration. Et il ne faut pas baisser les seuils d'immigration au Québec. Et ils l'ont dit clairement, ils l'ont répété. On a même des gens hier qui nous ont dit qu'il faudrait même en accueillir plus que 52 000 et qu'on a la capacité au Québec pour accueillir des immigrants, toutes catégories confondues. Et on l'a entendu souvent durant les derniers jours cette semaine. Alors, vous, si je comprends bien, vous nous dites on va arrêter cette dichotomie-là entre réfugiés et immigrants parce que ces réfugiés-là, ce sont des immigrants et il faut s'en souvenir. Ce sont des immigrants et on devrait les considérer comme une solution à la pénurie de main-d'œuvre qui sévit au Québec. Donc, aussi comme une solution à cette pénurie de main-d'œuvre-là. Et il ne faut pas propager cette idée fausse qu'ils sont un fardeau pour la société. Et c'est vrai que moi aussi, je me pose la question, s'ils ne sont pas, et le ministre nous dit, ce n'est pas un, j'ai jamais dit que c'était un fardeau pour la société, au contraire. Donc, si ce n'est pas un fardeau, et si on ne les considère pas comme ça, pourquoi on baisse le seuil au détriment de ces réfugiés-là qui, vous nous dites, rapportent, payent, font leur part et contribuent à part entière, contribuent à la société québécoise d'une façon évidente. Est-ce que vous pourriez, encore une fois, élaborer là-dessus? Moi, mon comté, c'est Bourassa-Sauvé. Il y a beaucoup de réfugiés là-bas. Il y a beaucoup d'enfants de réfugiés. Et c'est magnifique de voir. Et quand on pose la question aux enfants, ils sont tous à l'école. Des jeunes adultes, ils sont souvent à l'école, ils travaillent, ils contribuent. Et il y a, comme vous dites, beaucoup de préposés aux bénéficiaires qui habitent Bourassa-Sauvé. Alors, j'aimerais que vous élaboriez justement sur cet apport des réfugiés à la société québécoise. Alors, vous l'avez fait en des termes très éloquents, mais laissez-moi juste vous rappeler deux, trois points. Effectivement, les réfugiés s'intègrent de manière formidable avec tout l'appui des services sociaux, des services du ministère, des services de la société civile. On sait qu'ils ont un désir d'appartenir à la communauté québécoise qui est certainement très important parce qu'ils n'ont pas le luxe de retourner chez eux quand leur pays a été détruit ou quand ils ont été persécutés à cause de leur religion ou qu'ils ont été persécutés à cause de leur orientation sexuelle. Donc, ils ont une volonté de s'intégrer qui est énorme. Ils sont
passé par des moments très difficiles dans leur vie, ce qui fait qu'ils ont aussi une résilience et un attachement des valeurs qui sont très importantes. Quand on interroge les gens qui engagent, par exemple, les préposés aux bénéficiaires, ils trouvent que les réfugiés sont souvent surqualifiés, mais prêts à prendre ce travail et à le faire dans des conditions absolument admirables, comme on l'a tous rappelé ici. On sait que leurs enfants travaillent très fort à l'école pour réussir. Et ce qu'il faut rappeler pour la province de Québec qui est très important, c'est que 89%, c'est le plus haut taux de tous les nouveaux arrivants, vont devenir des Canadiens, des Québécoises et des Québécois, et vont rester, y compris dans ces 14 régions où ils ont été déployés, et dans votre circonscription, le cas échéant. Il y a un élément important que vous avez amené, et vous en avez parlé au Devoir aussi dans l'article que j'ai lu ce matin. Il y a deux catégories de réfugiés, si on peut dire. Il y a les demandeurs d'asile, sur lesquels on n'a pas de prise. Mais il y a ces réfugiés-là qui sont de la réinstallation au Québec. Et ceux-là, on a une certaine prise. Et ceux-là, on peut avoir un certain choix. C'est ce que vous dites. Et vous parlez que, justement, les Américains font beaucoup d'aller choisir certains réfugiés dans des camps de réfugiés pour répondre, entre autres, parfois à des besoins économiques. Vous dites qu'en Ontario, on le fait. On pourrait, donc, les réfugiés aussi, on pourrait aller choisir certains d'entre eux pour qu'ils répondent aux besoins économiques. Pourriez-vous élaborer un peu là-dessus? Tout à fait. C'est un nouveau programme qu'on a mis en place avec le gouvernement fédéral qui a attiré beaucoup d'attention de la part de l'Ontario, des provinces maritimes qui ont ce problème démographique criant, mais aussi dans les provinces des prairies. Donner un avantage comparatif aux réfugiés pour qu'ils puissent entrer en compétition avec d'autres nouveaux arrivants sur le terme économique. Vous savez que pour arriver ici, avoir les points nécessaires pour arriver en termes que nouveaux arrivants économiques, il faut avoir une expérience dans le domaine qui date de moins de 6 mois ou moins d'1 an. Ça dépend des programmes. Pour un réfugié, ce n'est pas forcément possible parce que la personne a pu être déplacée pendant 2 ans. Mais ça ne veut pas dire que toute son expérience professionnelle a été oubliée pendant l'exil. Une bonne infirmière ou un bon charcutier, même s'il est déplacé pendant 2 ans, il ne va pas perdre son habileté professionnelle. Donc, c'est de donner cet avantage aux réfugiés pour qu'ils puissent venir en tant que nouveaux arrivants économiques, comme immigrants économiques, mais avec à un moment donné le label de réfugiés sur leur dos. Et ça démontre le fait de ce qu'on est tous en train de dire, que les réfugiés sont des gens comme tout autre nouveaux arrivants qui vont contribuer à l'économie et à la culture québécoise. Merci. Très bien, je vous remercie. Nous passons maintenant au groupe formant la deuxième opposition. Monsieur le député de Laurier-Dorion, la parole est à vous. Monsieur et Madame, je vous remercie pour avoir pris la peine de vous déplacer ici. Écoutez, est-ce qu'on peut comprendre de votre propos que les documents de consultation, les politiques qui sont proposées par le ministère de l'Immigration du Québec là, concernant les réfugiés démontrent une mauvaise compréhension de l'apport économique des réfugiés, tenant compte que l'objectif principal de cette politique-là, c'est la question économique, c'est régler une pénurie de main-d'œuvre, arrimer les besoins de main-d'œuvre avec les profils de l'immigration, et donc les documents, il y a une certaine méconnaissance de l'apport des réfugiés à l'économie du Québec. Tout à fait. Elle n'est pas particulière à cette province, ce gouvernement. Elle est généralisée dans tout le monde occidental où on a tendance à ostraciser, marginaliser les réfugiés en pensant que ce sont simplement des gens qui cherchent, qui fuient leur pays, qui n'ont pas le choix, qui fuient leur pays, mais qui sont un fardeau pour les économies qui les reçoivent. Donc, la méconnaissance, comme vous le mentionnez, elle est partagée malheureusement dans beaucoup de pays européens. Occidentaux. J'aimerais aussi rajouter juste une chose, c'est qu'on parle beaucoup de l'apport économique et c'est important parce qu'il faut changer le narratif sur les réfugiés. Mais je crois que c'est aussi important de rappeler notre devoir de solidarité. Les Québécoises, les Québécois, il a été rappelé auparavant, ont depuis des décennies montré que le Québec était une terre d'accueil. Tous autour de cette table ont été accueillis par les Premières Nations. Tout le monde a un parcours de 2, 3, 4 générations antérieures de bouger
d'un endroit à un autre, de s'intégrer, de devenir un membre à part entière de la société québécoise. Je crois que les Québécoises et les Québécois que je rencontre, que nous rencontrons très régulièrement, sont attachés à ces valeurs de démontrer que c'est une terre d'accueil, de solidarité pour des gens qui n'ont pas eu la chance d'être nés dans un si beau pays que le Canada. Il vous reste 30 secondes. La situation actuelle, c'est qu'il y a une proportion de réfugiés qui sont parrainés par des groupes de la société civile, une proportion parrainée par l'État. La politique propose d'inverser cette proportion-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut garder les deux. C'est important que les Québécois puissent parrainer des réfugiés. Si c'est souvent des membres de leur famille qui ne pourraient pas venir, mais c'est important de garder le programme à travers le gouvernement. C'est très bien. Ça conclut le bloc d'échange avec le deuxième groupe formant l'opposition. Nous passons maintenant au troisième groupe formant l'opposition. Madame la députée de Gaspé, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Vous avez dressé un portrait assez positif de la rétention, par exemple, dans les régions, l'innovation des réfugiés qui ont un côté très innovant, la création d'emplois et tout. Mais je trouve qu'il y a quand même une forme de tristesse dans cette espèce de résilience-là des réfugiés quand on dit qu'ils sont prêts, avec la reconnaissance qu'ils ont d'être là, ils sont prêts à accepter des milieux de vie, des milieux de travail un peu comme on le veut, là. Donc, je ne veux pas parler en termes de nombre, mais je voudrais plus savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand même de mieux. Vous avez parlé d'une bonne intégration, mais il y a certainement quand même des enjeux encore liés à leur intégration dans nos milieux. Alors, est-ce que vous avez des recommandations à ce niveau-là? Si, tout à fait. Et je comprends la tristesse que vous mentionnez. Néanmoins, pour avoir, comme M. le ministre l'a rappelé, j'ai passé les 20 dernières années de ma vie à l'international, de l'Afghanistan au Congo. Et je peux vous dire que pour les réfugiés, se retrouver au Québec est une chance absolument unique et incroyable. Et cette tristesse que nous, on peut avoir, ils ne l'ont pas parce qu'ils sont simplement remplis de joie de pouvoir recommencer, reconstruire leur vie et d'être si bien accueillis. Alors, ce qui peut être fait, et déjà beaucoup est en place ici. Comme je l'ai dit dans mon introduction, le modèle d'intégration canadienne et québécois est exemplaire. On voit que les résultats en termes de francisation sont excellents. On a beaucoup de réfugiés qui arrivent déjà avec une connaissance du français, que ce soit les Centrafricains, les Maliens, les Camerounais, les Burundais ou les Congolais que j'ai mentionnés auparavant. On sait que ce qui est important, c'est d'avoir un réseautage pour trouver un travail, pour trouver une maison. Comme dans toute société, c'est le bouche à oreille qui marche le plus souvent. On n'a pas toujours les diplômes, on ne sait pas toujours comment la culture fonctionne pour se présenter à une interview. Donc, ce que je crois qui est important, c'est de continuer à soutenir financièrement et politiquement les associations de la société civile, les ONG qui s'occupent de l'intégration des réfugiés, de leur donner les moyens de faire ce travail dans les meilleures conditions. J'étais il y a quelques mois au Centre multiculturel ici de Québec qui fait un travail absolument admirable. Vous avez entendu quelques jours sa directrice. C'est très bien. Ça termine le bloc d'échange et ça conclut la période d'échange avec tous les partis ici qui sont membres de la commission. Monsieur Beuz, Madame Pacciolo, je vous remercie pour votre contribution à la commission. Je vais suspendre momentanément les travaux pour permettre au prochain groupe de prendre place. Merci.